2 pour 84 la nuit. Il faut répondre au téléphone, il faut répondre aux sonnettes. On fait les soins jusqu'à 3 heures du matin. Et vous dites que je ne pouvais pas faire 39 heures hebdomadaires. Non, c'est pas possible. L'épuisement. Et qu'en pensez-vous? L'épuisement déjà en travaillant de nuit. Je pense simplement que partout autour de nous, on est à 39 heures. Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains. Oui, mais il faut le payer, madame. Mais oui, donc on attend de votre part. Il faut... Que je fasse de la dette supplémentaire. Pas de dette. Bah oui, mais si, c'est Pas ça de aujourd'hui. dette, nous... La moitié quasiment de C'est notre vous qui budget, il est en gérez, dette. mais nous, on a besoin du personnel parce que nous travaillons avec les humains. C'était un court extrait d'un passage de François Fillon dans un EHPAD, durant la campagne présidentielle. Un EHPAD, c'est le genre d'établissement où on met les personnes vieillissantes qui ont de moins en moins en fait, d'autonomie. C'est un petit peu la rencontre entre un hôpital et une maison de retraite. Et c'est le genre d'établissement qui est réellement en crise en ce moment. On en a un peu entendu parler ces derniers temps avec les mouvements de grève et ce genre de choses. Et il se trouve que j'ai travaillé dans un EHPAD. Donc dans un EHPAD, on trouve des soignants, que ce soit des aides-soignants, des infirmiers, des agents de service hospitalier. C'est le poste que j'ai occupé. Et concrètement, ça signifie que tu fais tout ce qu'on te demande. Voilà. Et tout ce qu'il faut faire, peu importe en fait si c'est dans tes fonctions, peu importe en fait si c'est légal ou pas, il faut le faire. Je pense que ce qui saute le plus aux yeux, c'est la question de la charge de travail. C'est-à-dire que, comme la personne y fait mention au début de l'extrait, on doit répondre à un téléphone qu'on a toujours sur nous, un petit peu comme dans les films sur les urgences, etc. Mais c'est vraiment le cas. Il y a beaucoup de stress parce qu'on a une fiche de poste à rallonge, une fiche de poste qui ne fait pas mention de la réalité en fait, du travail. Il y a des choses qui ne sont pas détaillées, des choses qui ne sont pas mentionnées mais qui prennent quand même du temps en fait. C'est-à-dire qu'en théorie, tu es censé faire un certain nombre de tâches dans un certain délai, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça et en ce sens c'est stressant. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il manque énormément de personnel. Je pense que c'est vraiment le plus gros ressenti, en fait. C'est la plus grande réclamation de toutes les personnes qui ont pu travailler dans ce genre d'établissement, et d'autant plus dans le public. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, personnellement, j'ai dû faire des choses qui étaient hors de mes compétences, qui étaient hors de ce que j'ai le droit, en fait, de faire légalement. Par exemple, une des tâches habituelles que j'avais à faire, c'était de donner à manger aux gens, parce que voilà, il y a des gens qui sont dépendants, des gens qui ont besoin d'aide, mais je ne suis pas censée donner à manger à des gens qui risquent de faire des fausses routes, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de déglutition, ils peuvent s'étouffer. Parce que je ne sais pas comment réagir, parce que j'ai pas de formation d'aide-soignante ou d'infirmière ou quoi que ce soit, et je risque ma vie dans la société en fait si je fais ça. Et c'était quelque chose que je faisais tout à fait quotidiennement. Et quand la personne toussait un petit peu, je sais pas, je faisais le signe de croix, je priais très très fort pour que ce soit très passager et que la personne ne s'étouffe pas parce qu'on peut me faire un procès pour ça. Alors que concrètement, il y a si peu de personnes que ce serait de la maltraitance en fait que de refuser de donner à manger à ces gens. Et juste d'un point de vue logistique, ça ne marcherait pas parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Voilà. Toujours par rapport aux conditions de travail, ça donne des choses où voilà, enfin, d'abord quand tu es au travail concrètement, tu as une énorme charge de travail et en plus de ça, on a assez peu de jours de repos. Je travaillais le week-end. Si tu regardes pas tes plannings, en fait, tu peux très facilement travailler 8 jours d'affilée. 8 jours sans repos, tout va bien. Sachant qu'il y a aussi des horaires qui ne te permettent pas trop de te reposer. Par exemple, tu peux être du soir, admettons, le mardi, et être du matin le mercredi. C'est-à-dire, je finis à 20h, mais je reprends à 6h le lendemain. Ce qui ne te permet pas d'avoir une très longue nuit, et qui ne te permet pas d'avoir une vie sociale ou quoi que ce soit à côté. Et du coup, faire 8 jours comme ça, c'est très très éreintant. En réalité, au bout de 3 jours de travail, je commençais déjà à ressentir en fait la pénibilité du travail et je pense qu'il faudrait des jours de repos en fait.
je veux dire, pour maintenir cette cadence, ce qui est inhumaine en réalité, il faudrait avoir en fait un week-end tous les 3 jours, tellement c'est fatigant et tellement ça ne permet pas de se reposer aussi bien physiquement que psychologiquement. Aussi, on t'appelle quand il manque du personnel. Du coup, puisqu'en fait, on t'appelle sur tes jours de repos, et on te dit que t'auras d'autres jours de repos. Du coup, t'es payé en RTT. RTT que tu ne prends jamais vraiment, ou alors quand tu quittes l'entreprise, et finalement tu quittes l'entreprise 2 mois avant parce qu'ils te doivent 2 mois de RTT. C'est quelque chose de très normal, de très habituel, et en fait qui témoigne vraiment de la situation, en fait, de ce qui se passe dans ces établissements. Le week-end aussi, du coup je travaillais les week-ends très très souvent et je faisais le travail de 2 personnes, c'est-à-dire que dans l'absolu je trouvais que tous les jours de ma vie je faisais le travail de 2 voire 3 personnes, mais le week-end réellement je faisais le travail de 2 personnes parce que il arrivait que des fois on était seuls, alors que, que ce soit moi qui fasse ce travail ou quelqu'un d'autre, hein, c'est ça que je veux dire. Normalement on est en équipe, voire en binôme, etc. Et le week-end, il arrive que je sois seule pour mon poste, à gérer du coup tout l'établissement. Il y avait, en termes pareil de garantie du travail, etc., la majorité en fait des gens n'étaient pas en CDI. La moitié en fait du personnel est en CDD. Il restait très facilement en CDD pendant 10 ans pour peut-être avoir un CDI après ou pas. Alors ces conditions de travail relativement déplorables, on va pas se mentir, ça donne des conditions du coup de travail qui sont très difficiles psychologiquement. Au bout de 3 jours, je me suis demandé si j'avais vraiment besoin de cet argent. Je me suis demandé si j'allais pas partir parce que vraiment j'en pouvais plus. À terme, tu t'habitues, je crois que le corps s'habitue à tout, mais que sur la durée, juste, c'est plus possible. Et concrètement, ma vie sociale, j'en avais plus. Je voyais mes amis, mais j'étais extrêmement fatiguée. J'arrivais à rien faire, à rien apprendre, absolument pas à lire à côté ou quoi que ce soit. C'était littéralement impossible en fait. De se concentrer sur quoi que ce soit, et c'est quelque chose aussi qui te suit chez toi. C'est ce genre de travail que lorsque tu passes la porte de ton travail en fait, pour rentrer chez toi, et le travail est toujours là. Et il reste. Et quand tu as qu'un seul jour de repos par exemple, ça donne rien de... Tu n'es absolument pas reposé, et même 2, c'est pas énorme, mais je pense que c'est le minimum en fait, et c'est très rarement le cas en réalité. Ça donne du coup beaucoup d'accidents du travail, beaucoup d'arrêts maladie, de dépression. Et encore, quand je dis les arrêts maladie, il y a une majorité de gens en fait qui prennent pas leurs arrêts maladie, qui viennent travailler alors qu'ils ont énormément de problèmes de dos, qui te disent tous les jours qu'ils sont au bord du malaise. Et c'est une réalité. Moi aussi, je veux dire, j'ai pas 20 ans et des fois j'étais vraiment au bord du malaise. On nous a aussi fait travailler lorsque c'était la canicule, tout simplement. Et c'était... Enfin, évidemment, en fait, qu'on nous fait travailler quand c'est la canicule, parce que les gens, ils vont pas rester là alors qu'on s'occupe pas d'eux. Mais je veux dire, les conditions de travail étaient les mêmes, on n'avait pas nécessairement d'eau à disposition. Et on avait en fait d'autant plus de travail parce qu'il fallait donner à boire aux gens. Sachant qu'initialement, on avait énormément de tâches à effectuer. Il fallait du coup nettoyer les chambres, donner à manger aux gens, en fait préparer tout ce qui pouvait nécessiter des bras en fait à être préparé concrètement, mettre la table, débarrasser, plein de choses comme ça en fait, qui sont pas des tâches très compliquées, qui sont pas des tâches forcément très fatigantes, mais quand il y a peu de personnes pour faire ça, et c'est très fatigant parce que tu dois être partout et que tu dois courir partout. Là j'ai encore parfois mal aux pieds. Parce que pendant 2 mois, j'ai couru toute la journée, durant 7 heures d'affilée, alors que ça va faire 2 voire 3 semaines que je travaille plus là-bas, mais je sens que mes pieds, très globalement, en fait, sont beaucoup plus fatigués qu'avant. Avant, j'avais jamais aucun problème ou quoi que ce soit. Et c'est quelque chose vraiment qui se ressent. Du coup, voilà,
peu de gens qui finalement en fait prennent leurs arrêts maladie ou ils prennent leurs arrêts maladie pendant, je sais pas, 2 jours et puis après ils reviennent et ils travaillent alors que concrètement ils sont malades, ils devraient pas faire ça, mais simplement parce que l'argent, parce que il y a pas vraiment la sécurité de l'emploi vu que t'es en CDD et tu n'as pas le choix et il faut bien manger en fait malheureusement. J'ai lu dans l'Alsace où les DNA, c'était d'ailleurs affiché dans ma salle de pause, que ce domaine-là, c'était devenu en fait le domaine dans lequel il y avait le plus en fait d'accidents du travail, devant le BTP. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui distribuent des plateaux repas à des personnes âgées, qui doivent aussi les déplacer très souvent, voilà, dont le travail initialement c'est des tâches en fait très simples d'accompagnement du quotidien, qui ne nécessitent pas forcément énormément d'efforts. Mais voilà, par exemple, des fois quand tu es seul ou quoi que ce soit et que tu dois mettre en place quelqu'un, c'est-à-dire potentiellement le soulever, et tu te casses le dos. Je me suis déjà fait très mal à l'épaule en soulevant des fauteuils, juste parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les déplacer, etc. Donc des gens voilà, qui sont confortablement officiellement sur le papier, dans des établissements à s'occuper de personnes âgées, ont plus d'accidents de travail que des personnes en fait qui font des travaux, qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit la canicule, et qui travaillent avec, je sais pas, des blocs de béton et qui montent sur les toits. La norme aussi, quand tu travailles dans un EHPAD, c'est de pas prendre tes pauses, de les utiliser plutôt pour essayer de rattraper le retard en fait que t'as. D'essayer de faire ton travail. La réalité aussi, c'est que tu as 20 minutes de pause pour manger. 20 minutes en incluant le temps où tu cherches ton repas, où tu te déplaces vers la salle de pause, où tu regagnes ton poste aussi. 20 minutes, c'est peut-être 20 minutes où tu auras envie d'aller aux toilettes à un moment, parce que tu peux pas y aller pendant toute la journée. Pendant mes 7 heures de travail, 7h30, je ne vais pas aux toilettes. C'est pas possible, je n'ai pas le temps d'aller aux toilettes. J'ai aussi lu un livre de Valérie Auslander qui parle du coup de la maltraitance vécue par les étudiants en santé, dont j'ai déjà parlé, et qui parle entre autres du coup de la difficulté des métiers en fait d'infirmiers et d'aide-soignants, tout ça. Et aussi de la difficulté de la formation parce que les gens sont exécrables entre eux, parce que initialement ils n'ont pas le temps, donc ils ont encore moins le temps de te former. Mais du coup ça c'est le propos en général. Et du coup, il y a différentes analyses politiques, philosophiques et voilà, de ce phénomène et énormément de témoignages. Il y en a 200 dans ce livre. Il est vraiment génial, je te conseille de le lire. Et aussi, ça explique pourquoi il y a des médecins qui se suicident. C'est vraiment un secteur qui est sous tension en réalité. Donc je te conseille vraiment de lire ce livre. Mais je voulais en parler parce qu'il y a un témoignage en particulier qui parle du fait que qu'on ne peut pas aller aux toilettes. Voilà, et qu'une personne du coup a eu de graves problèmes urinaires et qu'elle ne maîtrise simplement plus son système urinaire à 26 ans dans le livre, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup choquée. Et pareil, c'est une réalité, donc ça peut être interprété aussi comme un accident du travail, c'est quelque chose que tu peux difficilement prouver que c'est à cause du coup de ton travail que tu as des problèmes de cet ordre-là. Comme le stress et tout ce qui en découle en réalité. Donc c'est difficile, je pense, d'avoir des indemnités, difficile d'avoir du coup des congés maladie, tout ça. Et ça fait aussi la difficulté de ce travail qui est assez insidieux en fait. Dans le sens où tous ces dysfonctionnements, ils sont pas écrits noir sur blanc. Je pense que c'est aussi important de préciser que tout ça, c'est des choses qui ont été rapportés à la cadre, c'est certains dysfonctionnements, je veux dire les problèmes d'ordre de l'organisation, les souffrances que peuvent vivre du coup les agents. Donc à aucun moment c'est une sorte de dénonciation que de faire ce podcast. Il y a des choses du coup que j'ai dit entre quatre yeux et en ça c'est quelque chose du coup qui me semblait important. Alors du coup tout ça donne lieu à beaucoup de maltraitance, de la maltraitance qu'on dit administrative. On
parle en fait, comment dire, il y a en soi d'abord une assez mauvaise ambiance en fait dans les équipes de travail et entre les différents postes. On parle souvent du coup d'une certaine animosité qu'il y aurait entre les aides-soignants et les ASH, du coup les agents de services hospitaliers. Du coup c'était le poste que moi j'avais. La différence c'est que, si jamais t'es absolument pas familier avec ça, les aides-soignants sont censés faire les toilettes, aussi donner à manger, mais donner à manger du coup en priorité aux gens du coup qui font des fausses routes, ce genre de choses. Enfin tout ce qui demande en fait d'avoir un petit peu plus de savoir, un petit peu plus de savoir-faire en fait, plutôt que de juste être des bras voilà, pour emmener de la vaisselle sale, ce genre de choses, et faire un petit peu toutes les choses pénibles, les nettoyer, etc. Et celles qui le font, elles sont plus du coup dans une démarche de soin. Moi, à aucun moment je ne suis censée laver quelqu'un, je ne suis censée les mettre sur les toilettes ou ce genre de choses. Voilà, moi je me contente de donner le petit déjeuner et de leur donner à manger durant les repas, et de faire plein d'autres tâches tout à fait subsidiaires qui font fonctionner l'EHPAD. Voilà. Du coup, il y a d'abord cette mauvaise ambiance qui se ressent. Alors, je veux dire qui se ressent aussi pour les résidents. C'est pas juste une mauvaise ambiance dans le sens où, voilà, les gens ne s'entendent pas. C'est une ambiance en fait c'est des conditions de travail qui sont très stressantes. Du coup, ça fait que t'as moins de communication entre les gens, que les gens sont plus susceptibles, qui s'énervent plus facilement, qui sont beaucoup moins patients. Et en fait, ça ne facilite tout simplement pas les rapports entre eux. Et c'est ça en fait qui fait que c'est très difficile aussi de travailler dans ce genre d'endroit. J'ai aussi assisté à des scènes où le personnel était agacé en fait par les résidents, et souvent en fait assez gratuitement. C'est-à-dire que ça commence à devenir tout à fait normal que de se permettre en fait de dire devant la porte de la chambre même de la personne, qui souvent est ouverte, que telle personne est agaçante, etc. Que, par exemple, la personne en question préférait que moi j'y aille, etc. Ce qui me dérangeait pas, voilà. En fait, on est vraiment dans une démarche où on déshumanise les gens parce que c'est du travail à la chaîne. Moi, j'ai fait du travail à la chaîne, les aides-soignants font du travail à la chaîne, les infirmiers font du travail à la chaîne, les médecins aussi courent beaucoup, en fait. Ils sont souvent là de passage. Je crois pas qu'il y a des médecins qui sont là en permanence à l'EHPAD, ou en tout cas pas dans l'établissement dans lequel j'ai travaillé. Mais voilà, c'est du travail à la chaîne. Du coup, la conséquence à ça, c'est qu'on traite les gens comme des objets. Donc que ce soit en fait qu'on fasse des réflexions en fait sur eux comme si c'était des objets, comme si c'était des outils de travail en fait, tout simplement. On devait souvent les déplacer par exemple pour les emmener au réfectoire, justement pour les installer pour manger, etc. Et dans la majorité des cas en fait, donc les gens sont en fauteuil roulant et on agrippe le fauteuil roulant et on l'emmène comme ça sans transition, sans dire bonjour à la personne ou quoi que ce soit. Et en soi, je pense que c'est assez surprenant en fait que de déplacer quelqu'un sans prévenir la personne, mais ça arrive aussi que la personne soit aveugle en plus de ça. Et moi, ça me semble d'autant plus surprenant, voire effrayant en fait, que de déplacer quelqu'un sans rien dire. Je pense du coup à un cas en particulier où c'était quelqu'un d'aveugle, mais c'était quelqu'un en fait qui était autonome entre guillemets, dans le sens où c'était quelqu'un qui avait sa motricité dans les mains, etc. Et du coup qui pouvait manger officiellement, mais qui ne voyait pas ce qu'elle mangeait. Du coup, elle n'était pas autonome, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on plaçait du coup à la table devant son plateau sans l'accompagner plus que ça en fait. Et qu'on déplaçait sans la renseigner sur où elle était, etc. Et c'est des choses qui m'ont assez choquée en fait, et c'est des choses que je faisais attention à pas faire. Et si la personne du coup pouvait me voir, pouvait m'entendre, etc., je lui disais bonjour, je lui disais où je l'emmenais, et si c'était pas le cas, je lui caressais la main si elle était aveugle, et je lui disais que j'allais la conduire à tel endroit, etc. et voilà. Mais du coup, c'est quelque chose de très courant, juste de déplacer les gens comme ça et de rien dire de particulier juste parce qu'on est pressé. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive souvent.
toujours dans cette idée en fait de déshumanisation parmi les choses extrêmement choquantes que j'ai pu voir, toujours d'ailleurs à l'heure du repas, il y avait une dame qui disait qu'elle voulait mourir en fait. C'était pas toujours clair au début, c'est-à-dire que elle disait peut plus. Du coup, à l'heure du repas, dire ça, ça peut dire qu'elle, je sais pas, peut-être qu'elle a fini de manger ou qu'elle a plus envie, etc. Et la première fois, du coup, qu'elle a réagi comme ça devant moi, je lui ai dit, c'est pas un problème, moi je vais pas vous forcer à manger, vous avez bien mangé, c'est ok. Voilà. Et en fait, au fil de son monologue, malheureusement, j'ai compris en fait que qu'elle disait peu plus de la vie en fait. Et qu'elle voulait mourir et elle voulait qu'on l'aide, etc. Et c'était quelque chose de très très pénible psychologiquement pour moi parce que c'était pas mon travail, c'était pas mon rôle, j'avais absolument pas le temps en fait de m'occuper de cette personne et personne n'a le temps pour ça. Et, c'est abominable. Et en fait, quand bien même il y a effectivement une psychologue en fait dans l'établissement dans lequel je travaillais, cette personne elle veut mourir parce qu'elle est condamnée et elle veut mourir parce qu'elle s'ennuie. Et je veux dire, c'est deux choses par rapport auxquelles un spécialiste de la santé mentale ne peut pas faire grand-chose, en fait. Et je pense que c'est de la mauvaise foi, en fait, que d'essayer de convaincre cette personne de vivre. Bref, en tout cas, c'est une posture qui est délicate et j'ai vu qu'elle faisait ça très souvent, en fait, de dire qu'elle voulait mourir à table, j'ai vu les différents comportements des différents membres du personnel par rapport à elle. Et il y a une personne en particulier qui m'a particulièrement choquée, dans le sens où cette personne qui disait qu'elle voulait mourir, en fait, et qu'elle voulait qu'on l'aide, elle répétait ça en boucle tout le temps, et elle avait l'air absolument accaparée. J'ai très peu d'adjectifs, en fait, pour dire ça, tellement c'était fort, et ça me mettait... ça me faisait ressentir, en fait, beaucoup de choses. Je ressentais, en fait, beaucoup de compassion pour elle, mais je pouvais pas faire grand chose et dans l'absolu même si j'avais pu lui parler j'aurais pas pu faire grand chose, mais cette personne elle a eu la pire réaction je pense qu'on ait jamais vue, parce qu'elle lui a dit madame maintenant vous vous taisez parce que si vous continuez à faire du bruit comme ça je vous emmène dans votre chambre. Et ça m'a littéralement mis les larmes aux yeux en fait quand j'ai vu ça, surtout que personne n'a bougé autour, personne n'a réagi. Et elle accaparait totalement cette personne et je pouvais même pas aller la voir et lui dire que je trouvais que c'était extrêmement déplacé, qu'elle aurait pas dû lui parler comme ça ou quoi que ce soit. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui veulent mourir et on leur dit si vous continuez, je vous emmène dans votre chambre. Enfin, je veux dire, c'est pas des enfants et dans l'absolu, j'aime pas la façon dont on traite les enfants. Mais là, j'ai trouvé que c'était horrible, c'était ignoble, inhumain. Parce qu'elle faisait pas un caprice, parce que tu lui as pas acheté tel magazine. Non, je veux dire, cette personne, elle veut mourir, elle est en train de parler de sa vie, de la seule chose en fait qu'elle peut même plus maîtriser. Et on lui dit, vous faites trop de bruit, franchement, vous vous dérangez, quoi. Taisez-vous, sinon on vous emmène dans votre chambre. Qui est une réaction, en fait, bien qu'elle soit horrible, totalement déshumanisante et infantilisante, et malheureusement tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi cette personne a réagi comme ça, parce que voilà, c'est du travail à la chaîne, et que du coup, cette personne, à ce moment-là, elle représentait juste une perte de temps, et elle a voulu gérer cette perte de temps comme elle l'aurait géré avec n'importe quel outil de travail, avec n'importe quelle machine ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que c'est pas des machines. Et c'est ça, en fait, qui rend aussi ce travail très compliqué. C'est toutes ces scènes de violence, en fait, de violence psychologique, de maltraitance, qui, dans une majorité des cas, ne sont pas volontaires, qui sont juste la conséquence, en fait, de la pénibilité du travail. J'ai vu des membres du personnel quasiment insulter, en fait, les résidents. Simplement parce qu'ils étaient agacés, parce qu'ils parlaient trop. Pas dans ce contexte-là où effectivement elle faisait du bruit dans le réfectoire, ça s'entendait beaucoup, mais juste quelqu'un qui parlait normalement parce que t'es là du coup qui te parle, et toi tu peux tout à fait faire ton travail tout en écoutant cette personne en fait.
À ce moment-là, c'était possible. C'était un moment où on devait faire les tartines du matin. C'était une de mes tâches. Je devais faire les tartines le matin. Je devais faire aussi les tartines du soir pour les rares personnes qui ne prenaient pas de repas chaud ou de repas froid le soir et qui prenaient des tartines et un café au lait. Donc voilà. Et du coup, c'était ce genre de moment où du coup tu es dans un endroit et puis les résidents peuvent tout à fait venir simplement parce qu'ils vivent ici, en un sens, et te parler. Et t'as pas besoin de bouger, c'est quelque chose de très machinal. Enfin, moi j'arrive totalement à parler en même temps. Mais juste, c'était agaçant parce que la personne était stressée à ce moment-là et qu'elle était en train de penser tout ce qu'elle devait faire ensuite. Et juste, ton seuil de tolérance baisse. Je veux dire, je pense que j'ai essayé de rester très humaine, en fait, tout le long de mon travail là-bas. Je crois que globalement, j'ai réussi à l'être et à comprendre des choses. Mais malgré tout ça, j'ai très vite vu que mon seuil de tolérance, en fait, a baissé. C'est-à-dire qu'au début, j'acceptais tout, j'entendais tout de tout le monde, de tous les résidents, parce que, comme dit, t'as un téléphone et on t'appelle, et ou même sans ça, en fait, les gens t'appellent, voilà, sans trop de raison, des fois, où ils oublient, ou voilà, des choses, en fait, qui sont très habituelles, ou des fois, ils t'appellent pour des tâches juste que tu ne peux absolument pas accomplir, et en ça, c'est un peu frustrant, ou alors, ils te répètent beaucoup les choses. J'ai vu beaucoup en fait de membres du personnel qui réagissaient mal quand je pense à une personne en particulier qui en fait te répète des banalités et tous les jours en fait quand tu vas dans sa chambre elle te dit exactement la même chose et en fait c'est une liste d'objets à déplacer etc pour qu'elle soit bien installée etc mais c'est du bon sens en fait c'est-à-dire que concrètement tu peux pas la faire manger si tu laisses tous les objets en fait qu'il y a sur sa table. Voilà. Et du coup, elle veut que tu les mettes religieusement dans un certain ordre, etc. Et elle a l'air assez agitée comme ça. Mais pour moi, c'était vraiment du stress. Et pour moi, c'est juste quelqu'un qui est très anxieuse et qui a peur qu'on l'oublie. Parce que très certainement qu'un jour, en fait, on a laissé ces objets ou qu'on l'a pas assez bien installé. Et elle a tout le temps peur, en fait, que tu l'oublies. Et c'est quelque chose, en fait, qui s'est conforté parce que quand je lui disais qu'il n'y avait pas de problème, que je savais que je m'en allais pas, eh ben, ça allait beaucoup mieux. Et elle réagissait beaucoup mieux, en fait. Et du coup, il y a tout ce côté en fait émotionnel qui est très souvent illisible pour ces gens qui sont juste dans le feu de l'action et qui sont en train d'exécuter plein de tâches et que du coup tu es focalisé sur ton travail parce que tu dois effectuer ton travail jusqu'à ne plus faire ton travail parce que moi je pense que quand on travaille dans un EHPAD, enfin en tout cas moi quand j'y travaillais, mon travail c'était pas d'être des bras, c'était pas d'être une machine en fait, c'était pas d'être rentable, c'était pas tout ça, c'était d'être humaine avec les gens et quand je dis, il y a des gens du coup qui sont tellement focalisés sur leur travail, c'est-à-dire que j'ai vu des membres du personnel, par exemple, remballer totalement, des personnes, par exemple, qui radotent énormément parce qu'ils ont la maladie de l'Alzheimer, et tous les jours ils disent la même chose, mais tous les jours, vraiment tous les jours, tout le temps en fait, et de la même manière d'ailleurs. Et du coup, quelqu'un qui m'a dit, ouais, lui réponds pas et tout, de toute façon il dit tout le temps la même chose, il va te faire perdre du temps. Et cette personne était totalement stressée et vraiment concentrée sur ce qu'elle devait faire, etc. Elle ne se rendait même pas compte en fait que la personne était juste à côté et que oui, effectivement, il a la maladie d'Alzheimer, mais il ressent des choses et très certainement que cette réflexion, il l'aura oubliée dans 4 heures, voire dans beaucoup moins de temps en fait. Mais ça ne veut pas dire en fait que ça va rien lui faire sur le moment. Voilà, enfin, beaucoup de choses comme ça. Je pense que l'exemple le plus choquant de cette réaction au stress, c'est encore quelqu'un d'ailleurs qui a l'Alzheimer, du coup, qui est une pathologie très courante en fait. Du coup, un des symptômes, c'est entre autres de radoter, mais aussi de déambuler énormément. Et du coup, il y a des gens, quand tu les couches,
Bon, c'était toujours pas une tâche que j'avais à effectuer, du coup ça c'est toujours les aides-soignantes, les aides-soignants qui le font. Du coup, quand tu couches la personne, il est pas rare que la personne se lève et déambule partout et voilà, commence à te baragouiner des choses plus ou moins compréhensibles. Voilà. Dans mon cas en alsacien, du coup, parce que je travaille en Alsace et il y a beaucoup de personnes âgées qui parlent alsacien ou allemand. Voilà. Je me suis aussi pas mal fait insulter en alsacien. c'est normal. Mais voilà, peu importe. Et du coup, qui se déplace partout. C'est quelqu'un en fait qui est... Enfin, la personne en question, c'était une personne qui était très discrète et qui était absolument pas dangereuse pour elle-même ou absolument pas dangereuse en fait pour les autres. Juste que j'imagine que c'est agaçant effectivement s'il y a des gens qui rentrent dans ta chambre, etc. Mais ils ont des clés en fait pour fermer les chambres. Et en fait, le problème qu'il y a eu avec cette personne, c'est que cette personne a été attachée à son lit pendant la nuit. Et c'était en fait vraiment... Enfin, c'est pas en fait quelque chose... c'est très loin d'être quelque chose d'anodin, enfin, d'un point de vue humain dans un premier temps. Et en plus, c'est une infirmière en fait qui l'a attachée, alors que pour faire ça, il faut une ordonnance du médecin. Donc c'est encore quelque chose qui sort de ses fonctions et qu'elle n'a pas le droit de faire. Mais il lui suffit en fait que cette personne représentait du coup une perte de temps pour elle, pour qu'elle se dise je vais gérer cette perte de temps et je vais attacher cette personne pour plus qu'elle me dérange dans mon travail. Parce que, comme je l'ai dit, une des réalités de ce travail, c'est de très rarement finir à l'heure, enfin surtout quand t'as un horaire du soir en fait. De journée ça va, très souvent, c'est tout à fait tenable, mais le soir, c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as juste accumulé en fait le retard de toute une journée et de beaucoup de différents postes en fait. Parce que tous les postes finalement sont liés, sont dépendants, et c'est-à-dire que si les aides-soignantes par exemple sont en retard sur les toilettes, ça fait que moi je suis en retard pour donner à manger aux gens parce que je dois leur donner à manger que lorsqu'ils font propre, qu'ils sont habillés et souvent quand ils sont... prêts, ils sont positionnés sur leur fauteuil roulant, etc. et que je peux aller les chercher. S'ils sont dans leur lit et qu'ils attendent en fait qu'on les lave et qu'on les habille, ça me fait perdre du temps. Et du coup, après, ça va faire perdre du temps par exemple aux gens en cuisine qui ne pourront pas faire la vaisselle. Et après, ça va faire perdre du temps à ces mêmes gens en cuisine qui ne pourront pas installer d'autres choses, qui ne pourront pas préparer les repas pour le soir, admettons. Et du coup, ça va faire perdre du temps comme ça à l'équipe du soir. Et voilà. En gros, c'est un petit peu un effet papillon, etc. Enfin, un effet boule de neige plutôt, où juste tout le retard en fait s'agglomère comme ça, et toi tu récupères ça quand t'es d'horaire du soir et c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup, c'était vraiment quelque chose c'est vraiment un épisode du coup qui m'a choquée, mais encore une fois, j'essaie de voir ça d'un point de vue en fait des deux côtés. À la fois, je me dis que c'est abominable et on peut souhaiter que cette personne soit punie en fait pour avoir osé attacher quelqu'un de tout à fait inoffensif en fait, juste parce que elle pouvait être agaçante à la suivre ou à lui parler un petit peu. Mais en même temps, c'est toujours en fait une réaction très humaine parce que c'est des conditions qui sont horribles. C'est-à-dire que, je pense que tu l'auras compris, hein, mais quand je travaillais là-bas, le soir, quand je rentrais chez moi, en fait, tous les soirs, je constatais un certain seuil de la journée, un certain moment, que je pouvais juste plus gérer les relations avec les autres, que j'avais énormément de mal en fait à ressentir de l'amour pour les gens. J'arrivais plus en fait à avoir des conversations banales, j'arrivais plus en fait à m'intéresser à des choses et j'avais que des responsabilités en tête et j'étais devenue assez dure en fait. Dans mon travail ça se ressentait pas parce que les gens m'avaient rien fait et il y a toujours en fait cette distance professionnelle qui fait que ça va et qui te préserve en fait et qui fait que je pense que j'ai jamais eu de gestes déplacés
envers des résidents. En tout cas, j'ai toujours essayé de l'être, de toujours vous voyez, de jamais répondre si la personne était impolie avec moi et de la comprendre, etc. Mais c'était une période qui était très difficile pour moi parce que j'étais en recherche d'appartement. Du coup, je voulais m'installer avec mon copain et on s'appelait très souvent. Et en fait, quand on s'appelait, je me sentais plus amoureuse de lui. En fait, c'est là on vit ensemble, je peux te dire que je suis amoureuse de lui, mais juste, j'étais incapable d'avoir des sentiments légers. J'étais incapable, en fait, juste de gérer, en fait, les émotions que les autres avaient pour moi. Et, et en fait, je pouvais, ressentir un trop-plein assez facilement dans une conversation ou dans une situation. Et quand je sentais en fait qu'il y avait cette limite qui allait être franchie par rapport à ma famille, parce que du coup j'étais retournée dans ma famille pour travailler, du coup, parce que là je vis pas du tout en Alsace en l'occurrence, mais et en fait, la seule chose en fait que j'ai réussi à mettre en place pour me vider la tête, parce que réellement je ne pouvais plus rien faire, c'est le genre de sentiment en fait qui te paralyse, qui fait que tu te sens très très fatigué, mais moralement c'est comme si tu avais tout le temps des maux de tête et que tu étais un petit peu comme si ton cerveau il était gelé, t'arrives plus à penser en fait, c'est abominable mais c'est vrai. Et du coup la seule chose que j'ai trouvé en fait pour canaliser ça, pour faire quelque chose de cette émotion, c'est faire du vélo tous les soirs pour juste m'oxygéner et pour penser à autre chose. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça allait mieux. Mais ça allait mieux pendant 24 heures. Et à la même heure exactement le lendemain, il fallait que j'y retourne parce que c'était pas possible et que j'atteignais en fait très rapidement du coup ce fameux seuil dans la soirée où plus personne peut me parler, où j'arrive plus, où ça me fatigue énormément. Et du coup, je comprends en fait ces réactions, même si évidemment je les cautionne pas et je ne pardonne pas ça. Je pense à d'autres choses beaucoup plus mineures en fait, où pareil, t'as des temps pour faire des choses, etc. Et souvent en fait, voilà, c'est assez peu faisable en fait d'un point de vue humain, tout simplement. Euh, Par exemple, tu dois débarrasser les plateaux du coup des gens le soir, et ça c'est quelque chose qu'on réalisait avec les aides-soignants. Et une fois, du coup, j'étais dans un couloir avec un aide-soignant et quelqu'un n'avait pas fini, et c'est quelque chose de très courant. Et en fait, ils ont assez peu de temps finalement pour manger, et d'autant plus s'ils ont des problèmes de motricité, voilà, s'ils ont des problèmes avec leurs articulations, des problèmes pour mastiquer ou quoi que ce soit, ça fait que ouais, tu mets d'autant plus de temps pour manger, ou juste parce que c'est infâme, parce que c'est de la bouffe d'hôpital et qu'il faut absolument éviter les maladies nosocomiales. Du coup, on rince un peu les trucs à la javel comme ça, on fait tout, bouillir, ou voilà, du coup ça donne des choses pas très ragoûtantes in fine, mais bref, du coup peut-être faut un peu plus de courage pour les manger, je sais pas. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, il a un peu arraché le plateau repas, cette personne qui a été privée d'une partie de son repas. Et c'est quelque chose en fait qui m'a aussi énormément choquée, juste parce que voilà, il considérait que il avait pas le temps, etc. Alors qu'en fait, tous les soirs, je rapportais des plateaux en retard. Et c'est pas ça qui va mettre totalement en retard toute une équipe, ou qui va mettre totalement en retard la cuisine. 3 plateaux, ils peuvent... ils ont pas fini en fait à ce stade-là. Du coup, ça change peut-être à peine l'ordre dans lequel ils vont laver ces plateaux, mais ça n'a aucune importance. Ils sont indistincts entre eux, bref. Et puis même, je pense que le principal, c'est que juste les gens mangent, et d'autant plus quand c'est la canicule, etc. Enfin, non. Et je me rappelle du coup que la personne en question avait énormément protesté, et que tout ce qu'il avait su lui dire, c'était oui, 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 oui. Et il l'écoutait pas en fait. Et c'est un aide-soignant, c'est-à-dire qu'il a fait des études pour être là, qu'il s'est pas retrouvé là par hasard, parce que les gens qui font mon travail en fait, enfin qui font le travail que j'ai fait, c'est des personnes du coup qui sont ASH, et du coup il n'y a pas de formation nécessaire en fait
ou obligatoire en fait pour exercer ça. Et souvent en fait tu te retrouves là à cause de la précarité, parce qu'il faut bien un travail et pas forcément par passion. Donc à la limite on peut plus facilement accepter que tu sois pas doué avec les gens en fait, et que tu sois un peu rustre. Enfin moi c'est quelque chose que j'envisage plus. Et là c'était pas le cas, donc c'est vraiment en fait que... Et c'est des gens en fait qui aiment leur travail. Plein de fois j'ai vu cette personne voilà, qui juste prouvait en fait sa motivation, qui prouvait juste le fait qu'il était impliqué, etc. Enfin, c'est à aucun moment en fait je diabolise ou quoi que ce soit. Et finalement, cette personne a voulu gagner du temps, mais il m'en a fait perdre à moi parce que je pouvais juste pas accepter que cette personne ne mange pas. Du coup, je suis allée lui rechercher un plateau, sachant que t'es rarement en avance, du coup, c'est d'autant plus en retard. Et j'ai fini d'autant plus tard ce jour-là. Voilà. Et c'est ce genre du coup de choses un petit peu quotidiennes. Des choses aussi qui sont très répandues dans les EHPAD en général, c'est on va souvent en fait se plaindre du manque d'hygiène, du fait qu'il y a des chambres qui sont pas lavées tous les jours. C'était aussi le cas, hein, c'est pas possible de nettoyer tous les jours en fait les chambres, enfin toutes les chambres disons, simplement parce que tu es seul pour faire tout le couloir, donc 20 chambres en fait, et du coup t'as un peu moins de 2 heures pour faire ça. Donc selon l'état de la chambre, ça peut prendre très très longtemps, parce qu'il y a des gens du coup, vu qu'ils sont pas très autonomes, ils en mettent partout, et c'est une infection, et tu passes 20 minutes sur une chambre, et 20 minutes c'est très 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 long. Du coup tu peux pas non plus passer 20 minutes sur toutes les chambres, parce que juste tu peux pas en faire 20 à l'arrivée. Voilà. À côté de ça, suffit que tu dois faire différents protocoles qui sont très longs. En fait, on parle de protocoles d'eau chaude, d'eau froide et tout. Et du coup, il faut faire couler l'eau chaude et l'eau froide en fait pendant 3 minutes à chaque fois. Donc ça met du temps. Voilà, c'est du temps perdu pour nettoyer, même si c'est des choses tout à fait indispensables pour le bon fonctionnement des sanitaires, etc. Mais ça prend du temps. Et parmi du coup ce genre de choses dont les familles et les personnes qui rendent visite en fait aux résidents peuvent souvent se plaindre, en tout cas ils peuvent constater, il y a aussi des gens en fait qu'on n'habille pas et qu'on laisse du coup en pyjama et qu'on laisse dans leur lit quand ils n'ont pas de visite. Et il y a des gens qui n'ont jamais de visite. Du coup de base je trouve que c'est le genre d'établissement dans lequel on s'ennuie, même s'il y a des activités qui sont organisées. La majorité de ton temps, t'es quand même dans ta chambre ou t'es dans ton lit. Voilà. Au mieux, t'es dans ta chambre sur un fauteuil en train de lire. Au pire, t'es dans ton lit à attendre. Voilà. Et donc, tout simplement, en fait, par gain de temps, puisqu'il faut toujours sélectionner et essayer, en fait, de gagner du temps. Parce que le temps, t'en as pas en fait, ou juste de faire avec celui que t'as, tu peux pas tout faire. Et c'est quelque chose que je comprends totalement, même si à nouveau c'est tout à fait déplorable, et il faudra pas que ça se passe comme ça, et je trouve que c'est horrible. Mais voilà, il y a des gens qu'on n'habille pas, et potentiellement qu'on ne lave pas du coup, aussi. Voilà, il y a des personnes aussi qu'on oblige à être incontinente, c'est-à-dire que, par exemple, le matin, si j'étais du matin, je commençais à 6h, et du coup j'avais le fameux téléphone, dont on parle si souvent. Et à 6h, en fait, je prends la relève de l'aide-soignante de garde, du coup ça veut dire qu'elle a fini sa journée, et qu'elle rentre chez elle, tout simplement. Donc il n'y a plus d'aide-soignante, et il n'y a plus d'aide-soignante pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, il y a des gens qui appellent pour aller aux toilettes. Et moi, ce n'est pas mon travail, je ne peux pas faire ça. Du coup, tu dois regarder les gens droit dans les yeux et leur dire que non, il faut attendre 1 heure pour aller aux toilettes. Moi, j'attends pas 1 heure pour aller aux toilettes. Je trouve que c'est horrible.
Et c'est le genre de choses en fait qui va faire régresser en fait l'autonomie de la personne, son estime d'elle-même, plein de choses en fait. Et juste, enfin, ça ajoute en fait à cette attente, à cet ennui qui est présent, c'est presque cette attente de la mort en fait. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est quelque chose qui se respire dans ce genre d'établissement, dans l'absolu, parce que c'est le vieillissement est partout, et voilà, le manque d'autonomie est partout. Mais d'autant plus en fait dans ce genre de situation. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour éviter, enfin, en fait, c'est pas des choses qui sont si réfléchies que ça. C'est plutôt que finalement, quand l'aide-soignante va arriver à l'heure, mais c'est ses horaires et c'est pas du tout quelque chose qu'elle a choisi en fait. Enfin, je veux dire, l'organisation, elle ne la choisit pas, et qu'elle va aller dans la chambre de toutes ces personnes qui ont appelé à 6h du matin pour aller aux toilettes et qui finalement n'ont une aide-soignante qu'à 7h, soit 1 heure plus tard, et ben, très souvent en fait ils se sont fait dessus. Et du coup, ce qu'elle va comprendre, c'est ils sont incontinents, du coup on va leur mettre une couche. Alors que c'est pas le cas, c'est juste des gens qui peuvent pas se lever, mais qui contrôlent leur vessie. Mais juste qu'au bout d'un moment, c'est plus possible, on peut pas attendre pendant 1 heure. Voilà. Et du coup, ça fait que ces gens deviennent réellement incontinents. Ou s'habituent à l'idée de faire dans une couche, alors que c'est juste des personnes qui peuvent pas se lever, c'est tout. Le problème ne vient pas de là, c'est un problème toujours de motricité et de facilité à se déplacer. Et ça, c'est des choses qui n'arriveraient pas s'il y avait plus de personnel, et du coup aussi s'il y avait des horaires qui étaient mieux aménagés. Parce que moi, je pouvais pas faire ce travail. Dans l'absolu, j'aurais pu blesser quelqu'un. Encore une fois, j'aurais pu avoir des problèmes légaux, en fait, à essayer de déplacer quelqu'un, les mettre sur les toilettes, etc. Et ça fait juste que de toute façon, je n'ai pas le temps et que ça me prend du temps rien que de courir, en fait, dans toutes les chambres et de demander ce qui se passe. C'est déjà, en fait, quelque chose qui fait que j'ai pas de temps. Voilà. Il y a eu une fois où j'ai dû faire ce genre de choix, en fait. Ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a une perspective qui parfois peut être un peu validiste, en fait, dans les EHPAD, ou en tout cas une attitude, malgré les gens, ou en tout cas on va, comme dit, voilà, on peut pas laver tout le monde, du coup on va laver en priorité les gens qui ont de la visite, ce qui paraît cohérent dit comme ça, mais on pense pas derrière que du coup les gens qui n'ont jamais de visite, déjà ils sont seuls et en plus ils sont sales, c'est super, et ils doivent se sentir bien. Parce que pareil, tu essaies juste de sauver l'image en fait de l'établissement. Donc je disais que le week-end, du coup, je faisais souvent le travail en fait de 2 personnes et que j'étais seule. Et il y a une tâche donc que j'avais à accomplir en fait quand j'étais du coup de l'après-midi, du soir, c'est la même chose. Et c'était du coup de distribuer les goûters. Donc c'est-à-dire je vais dans les chambres et je distribue des gâteaux, des boissons, des eaux gélifiées aux personnes qui ne peuvent pas boire. Du coup c'est en gros de la gelée, etc. Et je suis censée en fait donner à manger ou à boire aux gens qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Voilà. Et la première fois que j'ai eu à faire ça, j'ai fait ce genre de choix et je n'ai donné le goûter qu'à des personnes valides parce que en semaine j'ai 2 heures pour faire ça, pour faire les 2 étages, pour faire tout l'établissement. Je crois qu'il y a à peu près 180 personnes. Et le week-end j'en ai qu'une, voire plutôt 45 minutes. Et c'est pas possible pour moi de prendre 5 minutes pour donner à manger à quelqu'un. Ça constitue un trop grand retard en fait. C'est-à-dire qu'on peut compter que sur tout l'établissement, il y a à peu près 10 personnes à qui il faut donner à manger. Si tant est que ces personnes sont éveillées. 10 personnes, ça fait 50 minutes. Ça fait le temps que j'ai en fait pour donner à manger aux gens. Et leur distribuer en fait leur repas. Du coup, tu fais ce genre de choix. C'est quelque chose qui m'a fait énormément culpabiliser. À terme, du coup, j'ai trouvé une solution parce qu'il y avait aussi... Enfin, je veux dire, ça, c'est
peut-être propre à l'établissement et au fait juste que l'administration est saturée en fait et que les gens qui travaillent dans les bureaux, eux non plus en fait, souvent en fait il manque du personnel et souvent en fait finalement c'est les infirmières qui font ça ou c'est les aides-soignants ou quoi. C'était pas forcément un établissement où c'était le cas, mais ça pouvait arriver. Voilà, dans les périodes de vacances, c'est ce qui arrive beaucoup. Voilà, et ce qui se passe, c'est que du coup, on essaie de faire le plus urgent, du coup, peut-être de commander les choses, de régler les nouveaux arrivages et les nouvelles personnes qui sont censées arriver, tout ce qui est du coup nourriture, ce genre de choses, voilà, des choses imminentes. Et du coup, de faire des fiches d'information pour former les nouvelles, c'est pas prévu en fait. Il y a pas le temps pour ça non plus. Il y a le temps pour rien et il y a personne pour rien en fait. Du coup, il y a des choses qui sont pas faites ou il y a des choses qui te mettent énormément en souffrance. Donc c'est vraiment quelque chose en fait qui m'a fait énormément culpabiliser, mais en même temps je pouvais pas faire autrement et je savais pas comment faire autrement à ce moment-là. Sur la durée, du coup, ça allait mieux, mais vraiment, tu cours partout. Et ça se ressent, tout le monde le voit. Je crois que c'est à peu près tout, en fait, par rapport aux témoignages et à tous ces épisodes, en fait, de maltraitance. La maltraitance, en fait, qui est juste la conséquence du manque de personnel et du manque de temps et parfois du manque d'information, qui est déjà une conséquence, en fait, du manque de personnel. Pendant que je travaillais là-bas, il y avait une personne qui était en dépression, avec le temps, j'ai compris que c'était une personne qui était en dépression à cause du travail. Elle fait partie du coup des rares personnes en fait qui étaient du coup en arrêt maladie parce que toute l'équipe était présente ou a pris un jour, une fois, un seul jour d'arrêt maladie si s'était passé quelque chose ou quoi que ce soit, si elle s'était blessée. Je vais peut-être conclure ce podcast sur un incident qui s'est passé, qui résume bien en fait l'état émotionnel dans lequel t'es quand t'es dans ce genre d'établissement. Dans la presse, pendant que je travaillais là-bas, je crois que c'est aussi quelque chose qui s'est passé à l'échelle régionale, du coup, qui s'est passé en Alsace. Personnellement, j'ai pas la télé et juste on me l'a raconté. Et j'ai pas eu envie en fait d'en savoir plus parce que psychologiquement j'avais pas envie de lire ça, donc j'ai pas cherché la source, je suis désolée. Mais dans tous les cas c'est quelque chose de très probable et voilà, je peux juste pas te dire en fait où ça s'est passé. Et en fait il y aurait une infirmière du coup qui a tué en fait sa fille simplement parce qu'elle en pouvait plus de son travail. Et que en fait, sa fille ne lui a certainement rien fait, elle a absolument pas mérité ça, mais et quand j'ai appris ça, en fait, ça m'a fait pleurer, en fait, c'était quelque chose de très très choquant pour moi, c'était absolument pas dans mon établissement que ça s'est passé ou quoi que ce soit, enfin dans l'établissement dans lequel je travaillais, mais en fait, ça m'a touchée parce que ça aurait pu être plein de gens qui travaillaient avec moi. Parce que ça aurait pu être moi si je n'avais pas commencé à faire du vélo, si j'avais pas trouvé d'exutoire en fait. Si j'avais pas aussi cette idée de me dire pour moi c'est juste 2 mois et après je reprends ma vie et j'y penserai plus jamais. J'ai enregistré 2 fois ce podcast parce que ma voix tremblait beaucoup trop et j'avais énormément de mal à en parler. Parce qu'en fait cette infirmière, ça peut être n'importe qui en fait. Et c'est pas, ce que je veux dire, c'est pas que tout le monde est un meurtrier en puissance, un petit peu à la Camus, c'est pas ça, c'est juste que ce genre de travail fait de nous des monstres. Ces conditions de travail, cette administration en fait, basée sur le marketing, basée sur ce tournant en fait budgétaire, d'un point de vue en fait de l'hôpital, transforme les gens en machines. Mais on n'est pas des machines et on ressent des choses et ça donne des choses comme ça. Je trouve que c'est difficile en fait de conclure sur quelque chose de positif ou quoi que ce soit. J'ai rien de positif à dire. Au mieux, enfin je veux dire,
globalement, ça reste... c'est un travail qui peut être merveilleux, vraiment. J'ai travaillé au contact de personnes merveilleuses, à la fois du personnel et à la fois des gens, en fait, que je devais servir et que je devais accompagner. Je sais que j'ai envie de travailler dans un hôpital, maintenant. Et je sais aussi à quel point, en fait, ça risque d'être dur. Voilà. Après, j'aurai pas le même poste, j'aurai pas les mêmes responsabilités, je vais être psychologue. Mais le contact avec les gens m'intéresse, c'est ça que j'aime. Et c'est ça aussi qui faisait que j'ai su être souriante. T'as beaucoup en fait cette injonction à sourire quand tu travailles dans ce genre d'établissement, surtout enfin, dans ce genre de structure. Surtout que c'est des métiers qui sont beaucoup exercés par les femmes. Du coup, vu que t'es sous pression, etc., ben, t'as pas toujours très envie de sourire. C'est un peu accessoire et j'ai vraiment eu envie de faire une critique un petit peu plus politique, ou en tout cas un état des lieux un petit peu plus politique en fait de la situation. Mais je me suis fait harceler au travail pendant que j'y travaillais, que je travaillais du coup dans cet établissement. Du coup, quand on a fait ces injonctions à sourire à d'autres personnes, à mes collègues, en fait, j'ai trouvé dans un premier temps que c'était très choquant. Et en fait, la conséquence que ça a eu surtout, c'est que après, quand du coup, je me suis fait harceler, j'avais pas très envie de sourire et ça me remplissait d'autant plus de culpabilité que d'y penser, que de me dire en fait je travaille pas bien parce que je suis pas de bonne compagnie, etc. Ce qui était pas vrai parce que quand je suis partie, on m'a dit que j'étais très souriante et que je rigolais tout le temps, en fait. Donc tant mieux si les gens ne l'ont pas remarqué. Même les gens que tu vois, du coup, qui sont très impliqués, qui ont l'air très heureux là-bas, ils font très bien leur travail parce qu'ils ont trouvé aussi comment s'organiser. Ça veut pas dire du coup que c'est un travail facile pour eux et ça veut pas dire du coup que c'est de tout repos ou quoi que ce soit. Voilà. Je pense que je vais conclure là-dessus. La seule chose en fait que je pourrais ajouter, c'est que les gens qui font grève, les gens qui demandent juste des conditions en fait légales de travail, du soutien en fait, parce que la CFDT ne fait rien. Les syndicats ne font rien, ils ne peuvent rien faire en fait. Et bien ces personnes-là sont très loin d'exagérer et leurs revendications, c'est vraiment le minimum de la dignité humaine, de ce que j'ai pu voir. Je pense que le service public est en train de mourir. Je pense que c'est une conséquence des traités européens aussi. Je ne sais pas si on peut vraiment y déroger en réalité. Il y en a qui prétendent pouvoir le faire. Je pense que ces gens n'ont pas trop peur de la guerre. Mais c'est quelque chose en fait qui... Enfin, j'ai juste pas envie de vivre dans ce monde-là. J'ai pas envie de vivre dans un monde où en fait où l'éducation, où la santé, où les transports ne sont pas accessibles aux gens. J'ai pas envie de vivre dans un monde où pour soigner des gens, je vais devoir regarder s'ils ont les moyens de me payer ou pas. J'ai pas envie que ça se passe comme aux États-Unis où voilà les médecins regardent si t'as assez d'argent en fait pour pouvoir te soigner. Voilà. Et sinon ils te renvoient chez toi. Je veux pas voir ça. Je veux pas que... Je voudrais que ça arrive nulle part, mais j'ai encore moins envie que ça arrive ici. En fait. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment en fait que les gens agissent ensemble pour que ça arrive. Et c'est une première pierre à l'édifice, je pense, que ce travail, que de témoigner et de partager et d'informer en fait les gens sur ce qui s'y passe et de dire que ouais, c'est vraiment une situation qui est extrêmement critique. Il n'y a pas un jour de sérénité, il n'y a pas un jour, je pense, où il n'y a pas de la maltraitance administrative. Ce tournant gestionnaire à l'hôpital, je pense que c'est une catastrophe. Le marketing remplace l'être humain, tout simplement.